Laurent Saint-Martin, bonjour. Vous Bonjour. êtes député du Val-de-Marne et vous êtes tête de liste de La République En Marche aux élections régionales en Île-de-France. Alors ça y est, à partir de dimanche, le couvre-feu est levé. Depuis ce matin, plus de masques dans la rue. C'est bon pour le moral des Français. Est-ce que c'est bon aussi pour les candidats de La République En Marche pour ces élections régionales, sachant que dans les sondages, vous n'êtes pas forcément au mieux? C'est bon pour le pays. Ouais. Ça veut dire que tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant paye. Ça veut dire que l'effort, d'abord des Français, a apporté ses fruits et qu'enfin, maintenant, nous pouvons retourner aux jours heureux. On l'a commencé avec le retour en terrasse, le retour au restaurant, le retour dans les lieux culturels. Et puis la suite logique, c'était effectivement la levée du couvre-feu et l'arrêt du port du masque. Chose heureuse, cela est anticipé parce que finalement, les mesures qui ont été prises depuis maintenant plusieurs mois sont efficaces et donc cela a pu être anticipé même plus tôt que prévu. Donc je crois que tout le monde sera heureux de cette décision. Cette retrouvée liberté, elle peut jouer dans les urnes dimanche? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut que se satisfaire collectivement de ces situations positives. Vous savez, moi, je suis le candidat de l'optimisme, du retour aux jours heureux. Et je ne vais pas vous dire le contraire. Oui, je suis heureux que nos concitoyens puissent enfin retrouver une vie normale. Je pense que vous aussi, vous l'êtes et que tout le monde autour de nous le ressent. Envie de jours heureux, envie d'air pur. C'est l'un des thèmes de votre campagne. Alors, la mairie de Paris vient de décider d'en finir avec la gratuité des 2 roues à moteur thermique. Elle a augmenté aussi le coût du stationnement public pour les automobilistes qui sont visiteurs. Ça peut jouer au scrutin dimanche prochain. Écoutez, vous savez, la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte pour la qualité de l'air, c'est 2 salles, 2 ambiances. Il y a ceux qui le font par la punition fiscale. Donc c'est une mauvaise chose d'avoir fait ça, d'avoir annoncé ça? Il y a ceux qui font de l'accompagnement pour rouler plus propre. C'est ce que je propose avec l'achat des véhicules propres. Le début de mon programme, avec de l'aide financière pour acheter des véhicules propres. C'est vraiment 2 philosophies d'action publique qui s'opposent. Il y a ceux qui préfèrent taxer et il y a ceux qui préfèrent accompagner la transition écologique d'un point de vue positif. Mais vous savez, on n'enlèvera pas totalement la voiture et c'est finalement dans la continuité de la politique de Madame Hidalgo, de Madame Pulvar depuis maintenant plusieurs années, de considérer que l'automobiliste est l'ennemi de Paris. Eh bien moi je dis l'automobiliste n'est pas l'ennemi de la région Île-de-France. Il faut l'accompagner pour rouler plus propre. D'ailleurs tous les automobilistes sont d'accord avec ça. Personne n'est contre rouler plus propre. C'est juste que ça coûte plus cher. Donc il faut de l'aide et de l'accompagnement financier. Le projet de Laurent Saint-Martin, c'est mon bilan. Il copie tout ce que j'ai fait. Il explique que c'est son projet. C'est le roi de la récup, mais il paraît que le recyclage est important aujourd'hui et que nous voulons faire de l'Île-de-France une région circulaire. Ces propos, c'est ceux de Valérie Pécresse, la présidente sortante. À votre sujet, qu'est-ce que vous lui répondez? Vous voyez, vous avez parlé de l'aide au financement des véhicules propres. Oui. C'est moi qui ai proposé cette solution en premier. Valérie Pécresse l'a reprise après. Vous savez, moi, je ne traite pas les autres de roi de la récup, puisque mon programme est en logiciel libre. Donc, se sert qui veut. Et je pense votre programme. Il est vaste. Et c'est très bien si mes propositions sont considérées comme utiles et bonnes pour l'avenir de la région et qu'elles sont reprises par d'autres candidats. Mais ce que je voudrais répondre à Mme Pécresse, c'est que je ne fais pas de la récupération, je fais de la réparation. Le programme de 2015 n'a pas été exécuté. Donc oui, il y avait des bonnes propositions de Valérie Pécresse en 2015. Je le reconnais volontiers. Par exemple, rénover les lycées franciliens. Il me semble que c'était une bonne mesure. 1/4 seulement a été fait. Donc j'assume de dire dans mon programme que ce que Valérie Pécresse n'a pas fait en 6 ans, je le ferai dans les 6 prochaines années. Alors vous parlez aussi beaucoup de sécurité, tolérance zéro en matière de sécurité dans les transports, avec là encore c'est des nouvelles dépenses. Clémentine Autain a accusé Valérie Pécresse de marcher dans les pas de l'extrême droite. On comprend bien que sur ces sujets de sécurité, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que c'est pas ce que vous faites aussi? Des mesures qui vont séduire de l'électorat de droite, des mesures qui vont séduire de l'électorat de gauche? C'est un peu le en même temps? Écoutez, tant que nous considérerons que la sécurité est une idée de droite, on ne résoudra jamais la problématique de l'insécurité. Je veux vous le dire très sincèrement. Ces femmes qui prennent le RER tard le soir, parce qu'elles sont en horaire décalé, qui doivent rentrer très tard et qui ont peur, justement, de rentrer chez elles. Est-ce que c'est franchement une idée de droite ou d'extrême droite de considérer qu'elles ont le droit de rentrer chez elles tranquillement? C'est une mesure de justice Est-ce que les chiffres attestent d'une hausse de la délinquance dans les transports? Absolument, et particulièrement pendant la crise Covid, puisque la délinquance s'est déplacée, notamment du fait de la baisse du tourisme international, dans les rames et dans les gares. Donc oui, il y a une hausse de l'insécurité. Et je trouve insupportable d'essayer de se cacher derrière une extrême droite. Vous savez, aujourd'hui, tout ce qui n'est pas d'accord avec une certaine gauche est devenu d'extrême droite. C'est absolument insupportable. La sécurité, la tranquillité des usagers des transports en commun, c'est un droit. C'est une justice sociale. C'est tout sauf un marqueur politique. S'il fallait être de droite pour assurer la sécurité de vos concitoyens,
mais quelle idée vous auriez de la justice sociale? Je trouve ça absolument insupportable. En revanche, là où Clémentine Autain a raison, c'est qu'une partie des LR, une partie des Républicains, eux, on fait clairement une danse du ventre à l'extrême droite depuis maintenant plusieurs semaines, mais pas sur les enjeux de sécurité en particulier, sur les enjeux des valeurs républicaines. Et ça, oui, c'est vrai que les LR, la famille de Valérie Pécresse, a, depuis maintenant malheureusement plusieurs mois, plusieurs semaines, flirté sans vergogne avec l'extrême droite. Environnement, sécurité, la jeunesse aussi. Vous proposez un revenu d'urgence, notamment de 500 euros pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans. Donc c'est clairement un électorat que vous visez, les moins de 5 ans, les moins de 25 ans pardon, qui peuvent voter. Malgré tout, c'est une population chez laquelle on va retrouver visiblement un fort taux d'abstention. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez réussir à saisir cet électorat? Écoutez, si je réfléchissais en fonction d'un électorat, je pense que je passerais ma semaine à Vivatech. Je pense que je serais uniquement... si on était uniquement sur ces clichés électoraux de la République En Marche et de la majorité présidentielle, on ne répondrait pas aux défis que impose notre région. Si la jeunesse est au cœur de mon programme, si c'est la grande cause de mon mandat, c'est parce que je considère que c'est avec la jeunesse qu'on surpassera cette crise. Et je parle à toute la jeunesse. Je parle à celle qui est aujourd'hui dans une situation de grande précarité, c'est le revenu d'urgence. Je parle aussi à la jeunesse qui a des projets, qui a envie d'entreprendre, avec le capital jeune. Première fois que je propose une garantie régionale pour que tous les jeunes qui le souhaitent, sans aucune exception, quelle que soit leur zone d'habitation, puissent monter leur boîte avec le premier capital permettant de lancer son initiative et son entreprise. Donc moi, je n'ai pas un électorat cible, je m'adresse à tous les jeunes, quels qu'ils soient, parce que j'ai une idée chevillée au corps, et c'est mon engagement depuis 2017 avec Emmanuel Macron, c'est celle de l'égalité des chances. Cette idée de l'égalité des chances, c'est donner les mêmes moyens pour réussir. Après, les gens prennent ou ne prennent pas ces opportunités. Ça, c'est la vie individuelle, c'est l'émancipation individuelle, mais je veux donner la même chance à chacun. Donner des moyens, comment est-ce que vous le financez? La garantie régionale, vous savez, c'est un outil qui fonctionne très bien, qui est actionné en fonction du succès ou pas du projet. Tout mon programme est financé, est accessible sur mon site internet. Vous pouvez trouver toutes les ressources financières qui permettent de le financer. Je vais vous citer juste un exemple de manque aujourd'hui de recettes de la région qui pourrait largement être mieux récupéré, c'est celui des fonds européens. Les fonds européens aujourd'hui sont complètement sous-exploités. Pourtant, l'Europe peut doter la région Île-de-France de bien davantage de moyens pour financer beaucoup de projets. Et donc, ce n'est pas le rapporteur du budget qui peut se permettre de faire un programme qui ne soit pas financé. Fiscalement, budgétairement, tout est chiffré. Alors, quatrième grand axe, c'est le développement économique. Vous voulez créer un fonds d'épargne populaire. Pour 1 euro investi par un citoyen, la région abonderait d'1 euro. Alors, vous visez 1 milliard d'euros à la fin de votre mandat si vous êtes élu. C'est le rôle de la région Île-de-France de monter un fonds d'investissement? Oui, c'est le rôle des collectivités de proximité de remettre du lien entre ses habitants et son développement économique. Il n'y a aucune identité économique francilienne. Moi, je veux qu'au lendemain de la crise, ceux qui ont pu épargner, et ils sont nombreux dans notre région, on est à peu près à 50 milliards d'euros cumulés par la crise, ce qu'on appelle l'épargne Covid. Eh bien, il faut la réutiliser, il faut l'exploiter, il faut l'investir dans les fonds propres des entreprises. Moi, je propose que la région fasse justement ce lien. Mais le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale que vous êtes n'est pas sans le savoir. On a le plus grand mal depuis des années à flécher l'épargne des Français, parce qu'il y a une certaine aversion au risque, vers l'économie réelle. Et donc, ça fait 4 ans que je travaille. Ça fait 4 ans que je travaille là-dessus. On a avancé avec BPI France, notamment, qui a proposé lui-même un outil efficace. Et donc, il faut que la puissance publique s'empare directement. Mais attention, on n'y parviendra pas tout seul. Le réseau des banques, des assurances, devra aussi être au rendez-vous pour pouvoir commercialiser cet outil. C'est vraiment... pour la première fois, faire des citoyens des acteurs de la relève, de la relance, du rebond économique dans notre région. Ça n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Et vous savez, une campagne régionale, c'est aussi une occasion de se demander, est-ce qu'on fait comme avant ou est-ce qu'on change de paradigme? Est-ce qu'on change les outils? Est-ce qu'on change de vision? Moi, je ne veux pas seulement faire du développement économique avec du saupoudrage de projets. Je veux faire du développement économique en rendant les Franciliens acteurs de leur relance. Alors, face au sortant, Valérie Pécresse, dans le dernier sondage, elle est en tête au premier tour avec 34% des voix, devant le RN Jordan Bardella, 17%, et vous avec 13%. 13%, là où Emmanuel Macron avait rallié près de 28% au premier tour de l'élection présidentielle, et là où la liste de la majorité présidentielle avait acquis 27% des voix aux élections européennes. Comment est-ce que vous expliquez ce faible score, qui n'est qu'un sondage pour l'instant,
de votre liste? Parce qu'il faut que les Franciliens s'emparent de cette élection. Et ce que les sondages ne montrent pas, parce qu'il y a une très grande abstention pour le moment qui est crainte. Elle sera forte dimanche? Je le crains, mais je souhaite qu'elle soit le plus faible possible. Et donc j'appelle vraiment tout le monde à se mobiliser. Votez pour ce en quoi vous croyez, mais votez. C'est vraiment extrêmement important. Et donc effectivement, il faut d'abord que l'élection régionale intéresse davantage nos concitoyens, qu'ils connaissent les compétences, qu'ils sachent que c'est pour la rénovation de leur lycée, que c'est pour les transports en commun qu'ils utilisent tous les jours, que c'est pour le rebond et pour l'emploi économique dans leur région. Et donc, cette élection, mais ce n'est pas nouveau, et c'est vrai aussi pour les départementales, souffre d'un manque d'intérêt populaire et citoyen. Et nous devons, et c'est notre responsabilité, candidats, nous devons davantage intéresser nos concitoyens à ce que fait la région pour eux. Et ça, je crois que c'est la clé de faire mentir les sondages. C'est un scrutin local, mais il y a aussi un enjeu national, quoi qu'en dise l'exécutif. Vous êtes soutenu par des ministres qui sont sur votre liste, tout comme Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État aux retraites dans les Hauts-de-France. Ce soutien ministériel, c'est un atout ou au contraire, ça vous plombe? C'est un atout parce que les ministres qui sont sur ma liste sont tous sur ma liste pour à la fois leur connaissance de leur territoire. Ils sont tous des experts de leur territoire. Gabriel Attal est en fin de liste dans les Hauts-de-Seine. Et élu municipal de Vanves depuis longtemps. Chacun connaît bien son département et surtout chacun a une expertise politique à apporter. Mais vous savez, vous me parlez de 5 membres du gouvernement sur une liste de 225 personnes. Moi, j'ai rassemblé des personnes issues de tous les horizons politiques, des parlementaires, des ministres, des maires, des élus municipaux et surtout beaucoup de personnes issues de la société civile. N'oubliez pas que ce qu'a fait la majorité présidentielle avec Emmanuel Macron en 2017, c'est le renouvellement des visages. C'est permettre à chacun, avec une vie passée différente, d'accéder justement à la fonction politique et à la représentation. Et bien ça, on le poursuit dans cette élection régionale. On renouvelle les usages, mais on renouvelle aussi les visages. Et les ministres dont vous parlez font partie de cette aventure, au même titre que tous les autres membres de ma liste. Comme chaque année, enfin c'est un petit peu plus tard cette année, la Cour des comptes a rendu son rapport public. Comme chaque année, mais encore plus cette année, elle dit qu'il faudra s'attaquer à la réforme de l'État, aux retraites, à l'assurance maladie, aux politiques de l'emploi, aux minima sociaux, à la politique du logement. Bref, continuer à entreprendre des réformes. L'exécutif reparle de cette réforme des retraites. Qu'en pense le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est le bon moment? Depuis le début, mon discours il est constant, c'est-à-dire que si nous avons fait face à la crise, si le quoi qu'il en coûte a permis de sauver notre économie et nos emplois, si nous pouvons faire le plan de relance, c'est parce que nous avons une crédibilité sur les marchés pour le faire, parce qu'on a pu s'endetter pour le faire. Mais le corollaire de cela, c'est la responsabilité. Et donc la trajectoire de nos finances publiques devra amener à un équilibre, notamment de nos comptes sociaux, sur le moyen long terme. Et donc ça passe, effectivement, par un certain nombre de réformes structurelles. Est-ce qu'il faut le faire avant ou après l'élection présidentielle? C'est au président de la République d'en décider. Ce n'est pas quelques mois qui changent la donne là-dessus, c'est davantage un enjeu politique que de finances publiques que de choisir la date exacte. Mais ce qui est sûr, ce que je peux vous dire, c'est qu'une réforme des retraites est nécessaire. Ce que je peux vous dire, ce qui est sûr, c'est qu'une réforme de l'assurance chômage est nécessaire. Ce qui est sûr, et ce que je peux vous affirmer, c'est que si nous n'équilibrons pas nos comptes publics, alors nous ne pourrons plus demain avoir la même capacité de réaction et de protection de notre pays si une deuxième crise, une troisième crise venait dans notre pays. Et donc il faut absolument que chacun prenne conscience que c'est parce que notre pays doit se réformer que nous pourrons demain continuer à faire face aux événements. Et donc en finir avec le quoi qu'il en coûte le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible tout en protégeant bien, de façon continue et en sifflet, l'ensemble des secteurs en souffrance. Je pense notamment au tourisme, à l'événementiel, à ceux qui, encore pendant quelques mois, les discothèques vont malheureusement continuer à souffrir de la crise. Merci Laurent Saint-Martin. Merci à vous.